Encore, allez, on va faire autre chose maintenant. On va continuer à redonner du sens avec notre, j'espère, avec notre prochain invité, l'astrophysicien du quotidien Olaf Nicht. Alors Olaf Nicht, bonsoir. Bonsoir. On se connaît, hein, puisque vous êtes venu... Nicht, pardon, juste, ah, oui. j'aimerais bien qu'on prononce bien mon... Olaf Nicht. Nicht. On se connaît, hein, puisque vous êtes venu dans l'émission il y a quelques mois pour un livre que vous n'aviez pas écrit, finalement. Donc j'espère cette fois qu'on pourra avoir quelque chose peut-être de plus tangible. Je suis désolé, j'étais en dépression. Je venais juste de me faire quitter par ma femme. J'ai été limogé au même moment. Mais là, réellement, j'ai vraiment une théorie qui peut faire évoluer le monde dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Ah bon, ça va intéressant du coup. J'espère en tout cas. Pardon, je ne vais pas vous couper. Aussi. Non, parlez avant que je parle. Merci. Puisque vous devez me poser des questions, puisque je dois y répondre. Pardon. Hein. Allez, c'est parti. On rappelle donc que vous êtes quand même, pour recaser un petit peu nos téléspectateurs, professeur à l'université de Köln. J'étais professeur. Ah, parce que j'ai été limogé à cause de cette étudiante voilà, qui a avorté de toute façon. Non, merci. Donc vous étiez, professeur, vous étudiez une nouvelle science, ça s'appelle la Global Physics ou Open Science, qui tente de rassembler l'ensemble des sciences en une seule science. Vous avez d'ailleurs 7 doctorats, dont un, alors ça m'intéresse, sur la placidité végétale. Qu'est-ce que c'est que la placidité végétale? Bien, c'est les arbres ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous sommes, nous humains, une sorte de bourrasque hystérique qui n'arrêtons pas de faire des choses sur la planète. Mais pourtant, on ne sait rien du sens de la vie. On ne sait pas trop si on a raison. Et pourquoi pas étudier la sagesse sylvicole. Et c'est pour ça que j'ai tenté l'expérience de me planter les pieds dans la terre pendant 15 jours dans la forêt de brocéliande, pour essayer de comprendre, d'appréhender le sens réel de leur intelligence. C'est très intéressant. Et alors, du coup, vous avez fait des découvertes, peut-être? Non. Juste la seule découverte que j'ai, c'est juste que les pivers, ça fait assez mal. Effectivement. Avec leur bec, ils font Donc, vous avez aussi, alors ça c'est aussi intéressant, un cabinet de réflexologie végétale. Donc vous avez étudié des massages élémentaires que les hommes peuvent faire sur des arbres qui seraient par exemple traumatisés par la déforestation. C'est ça, c'est par la déforestation, par des bûcherons qui les nargueraient. Tous ces arbres qui sont figés dans un état d'hébétude, la mâchoire souvent serrée. Et on a des premiers gestes à faire, c'est peut-être tout simplement d'avoir des câlins. Quand on va en forêt, c'est des arbres qui sont recroquevillés sur eux-mêmes. On essaye de les masser avec des massages assez simples. Il faut avoir de la poigne, parce que c'est quand même des écorces, quoi. Des écorces. Non, justement, il faut pas trop, beaucoup de poigne, mais pas trop non plus. Et on essaye de leur redonner le sourire, qu'ils sourient avec leurs branches. Et on leur lance des ballons pour essayer de jouer avec eux, mais malheureusement pas à les rattraper, puisque les ballons ne sont pas adaptés aux arbres. Il faudrait peut-être lancer des études pour trouver des ballons qui soient adaptés aux... C'est étonnant parce que quand même, par rapport à la dernière fois, j'ai quand même l'impression que c'est pire, vous racontez encore plus n'importe quoi. Non, pas du tout. Non, j'ai l'impression qu'en tout cas le but de l'être humain, du scientifique en particulier, c'est d'aller dans toutes les directions possibles et imaginables, même les directions les plus saugrenues. Et peut-être on peut tomber sur quelque chose. Oui, saugrenu, c'est le mot, je pense. Alors, on va revenir un petit peu sur vos théories. Vous publiez aujourd'hui un article dans une revue scientifique américaine qui s'appelle la Laboratory Astronomia New Research. C'est ma carrière, je pense. Ça fait l'ANR. C'est dans l'ANR que vous publiez votre article. Enfin, il n'y a aucune honte à... Enfin, l'Indre-et-Loire, c'est vraiment une belle région et il n'y a aucune honte à publier dans l'ANR. En plus, c'était dans un supplément, page 17, d'une région juste à côté de Véretz. De la communauté de communes de Richelieu, je crois, c'est ça. Alors, c'est un article entre Richelieu et Véretz. C'est un article, je crois, sur l'espace-temps. On retrouve un peu notre sérieux. Alors, j'ai inventé, Monsieur Hawkins, bonjour. J'ai inventé la généralisation de la relativité générale. Je sais, c'est un peu pompeux, mais... surtout que la relativité générale, elle est déjà générale. Comment est-ce qu'elle peut être 2 fois générale? Elle est générale. Elle est générale. Ouais, générale dans l'espace-temps comme la relativité générale, mais là, en fait, c'est la généralisation à l'humain, à l'idée, quoi. Mais alors, rappelez-nous peut-être ce que c'est d'abord, brièvement, la relativité générale. Non, mais les gens vont rien comprendre. Une seule fois générale. Les gens vont rien comprendre. C'est comme si vous me l'expliquiez à moi. D'accord. Vous êtes somptueuse, en tout cas. Donc, pour dire la réalité, c'est simple. Einstein et d'autres scientifiques ont statué que l'espace-temps était lié les uns. Enfin, le temps était lié à l'espace et existait réellement, si vous voulez. Comme par exemple un dessin sur une feuille, le dessin ne peut pas exister sans la feuille. Donc oui, l'espace-temps existe, c'est la feuille, on va dire. Eh bien, les objets qui sont sur cette feuille sont des masses qui vont peser sur cette feuille et courber en fait la feuille. Et plus la masse va être lourde, plus la courbure va être intense, jusqu'à une masse critique
où la courbe va être tellement dense que l'espace va se recouvrir sur lui-même, créant un trou noir. Voilà, c'est ça les trous noirs. Un trou noir d'un côté et l'univers de l'autre. À l'intérieur, il y a un trou noir, de l'autre côté, l'univers. Voilà. Ok, donc ça me paraît évident. Oui, c'est sûr. Alors ça, c'est ok, mais général. Alors, du coup là, ce que je viens de dire, je viens de parler de théories, mais qui sont dans ma tête. Et l'univers, il est à l'extérieur. Si vous voulez, en réalité, j'ai pas vraiment de contact réel avec l'extérieur. Juste des capteurs, l'ouïe, les sens me permettent de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, j'ai pas vraiment, on n'a pas réellement un contact avec l'extérieur, si vous voulez. Oui, mais alors du coup, comment on fait? Parce que si on n'a pas de contact avec l'extérieur, comment on se rencontre? Ah oui, alors, en réalité, c'est impossible. Pour se rencontrer réellement, pour rencontrer l'autre, il faudrait, avec un piolet, par exemple, se découper le crâne ou peut-être des ciseaux et faire des branchements de neurone à neurone, synapse à synapse. Mais encore, on n'arriverait peut-être pas à se comprendre parce que bon, la fusion amoureuse, vous savez ce que c'est, la fusion passionnelle, ça ne marche pas. Il faudrait se rencontrer sur des souvenirs. Mais pourtant, on arrive à vivre ensemble en société. Oui, parce qu'on a l'empathie. Et grâce à l'empathie, grâce aux mots, grâce aux caresses, on peut atteindre un univers qu'on appelle l'univers onirique, l'univers des pensées, l'espace des pensées, l'espace des émotions. Et en fait, on communique à travers cet espace-là. Si vous voulez, c'est comme si on pensait vivre dans un espace réel, mais en fait, on vit à l'intérieur de nous, dans l'espace onirique. Mais alors du coup, c'est quoi le rapport avec la relativité générale? Eh bien, si vous voulez, cet espace, si par exemple on voyait les masses dans l'espace-temps recouvre l'espace, ben nous, ce serait la même chose, mais dans l'espace onirique. Ok. Et cet espace onirique donc, se courberait sur lui-même, créant l'ego. Et ainsi, cet espace onirique qui serait à l'intérieur est aussi complexe que la nature, donc aussi belle. Ce qui fait que, et en plus, elle fonctionne toute seule. On ne dit pas une plante pousse, elle pousse toute seule. C'est certain. Et donc, ce serait pareil pour les idées. Les idées, c'est vrai que les idées nous traversent, les émotions nous traversent. C'est pas nous. J'ai décidé d'avoir telle idée. Non, l'idée arrive à l'intérieur de nous. Et nous, le seul rôle qu'on a, c'est de dire si cette idée est bonne ou mauvaise. Ce qui fait qu'en fait, on n'est même pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On est juste la paroi entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord, j'espère que c'est clair pour tout le monde sur ce plateau. Mais alors, du coup, il n'y a plus vraiment de problème si on est dans le monde des idées. Tous les distensions entre les hommes sont dans l'espace onirique qui n'existent plus. Par exemple, le fait de dessiner ou non un prophète, enfin l'idée de dessiner ou non un prophète, les idées n'ont pas d'ego. Elles se jugent pas, elles se disent pas arrêtez. Ou alors il faudrait punir les gens qui ont des représentations mentales du prophète, ou même le prophète lui-même qui est une représentation de lui-même puisqu'il est incarné dans un corps. En réalité, il faudrait en faire en sorte de pouvoir faire en sorte que cette paroi soit poreuse, être comme un peu des dauphins d'idées dans cette mer d'idées. Okay. Et pas cloisonner ces parois pour plus faire entrer quelque chose. Parce que plus faire entrer les idées, parce que si vous faites plus rentrer les idées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est plus irrigué d'idées. Donc ça sèche et ça meurt. Et qu'est-ce qui se passe avec un esprit qui est mort dans un corps? Ce corps va faire n'importe quoi pour exister comme un enfant, il va tout détruire sur son passage. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces enfants qui font n'importe quoi, qui dévastent tout sur leur passage? Il faudrait juste leur faire des câlins et créer un deuxième mouvement hippie, relancer le marché des guitares, des djembés, se mettre autour d'un feu, chanter des chansons. Et puis essayer d'arrêter qu'ils essayent de mettre des limites à l'imaginaire. De toute façon, ils n'arriveront pas. Cet espace onirique est tellement vaste que ce serait comme une fourmi qui voudrait faire une prise de judo à une montagne. Il se ferait forcément une luxation. Et la chose la plus démago que je puisse faire aujourd'hui, c'est peut-être de chanter une chanson des Poppies pour encourager tout le monde à se faire des câlins. Allons-y. Love, 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 dit-on en Amérique, Lyubov en Russie soviétique, amour aux quatre coins de France. Moi je crois qu'avec tous ces mots-là, la paix enfin aura. Avec tous ces mots-là, ça chante. Et ben voilà, je pense que le monde va changer avec cette théorie. Merci beaucoup Olaf Nish d'être venu à nouveau dans Tout sur un plateau. On va faire une courte pause, je crois qu'on en a tous besoin. Après la pub, on va continuer notre exploration de l'art comme prise de parole et de diffusion d'idées avec Thomas et Ghislain. À tout de suite. Les Cinémas Studios et le festival Désir vous présentent Tout sur un plateau.